まず、言語政策と異文化教育についてお話をしたいと思います。Bien vouloir le revoir auparavant. Est-ce qu'il y a de la lumière là? Oui, s'il vous plaît. Je lis mon texte, mais avec peu de lumière, c'est moins aisé à lire. Merci beaucoup. Bon, alors l'interculturel, comme nous avons vu, est certainement un enjeu majeur de nos jours, comme ce colloque l'atteste et que tout le monde a bien répété. En fait, les initiatives se multiplient, mais mettent en jeu diverses significations de l'interculturel. Et c'est un point où j'insiste, ces diversités rassemblent des communautés de pratiques différentes. Par conséquent, cet essor de l'interculturel est à double tranchant pour une politique linguistique. D'une part, les compétences interculturelles paraissent comme un avantage supplémentaire de l'enseignement des langues. D'autre part, elles suppléent au manque de connaissances linguistiques. Est-il possible de jouer sur les deux tableaux? Ma réponse est bien sûr que oui, et même que les besoins de la politique ne nous laissent pas de meilleur choix. Bon, alors voyons, les enjeux de l'interculturel, on est tous d'accord que c'est un enjeu majeur de notre temps, mais comme toutes les grandes questions, celle de l'interculturel est complexe et se présente en plusieurs dimensions. Je citerai assez rapidement 5 dimensions qui ne sont pas exhaustives, mais qui font apparaître, j'espère, des enjeux différents, ainsi que les organisations et les acteurs différents qui s'y engagent. Chaque dimension implique une communauté de pratiques, et j'entends par là un groupe de spécialistes qui ont un même domaine d'intérêt et qui s'accordent à partager leurs connaissances et leurs compétences. Cette notion est importante pour les universités dans la mesure où elles sont appelées à préparer et former ces spécialistes. Et très souvent, les spécialistes actuels ont passé par un cursus de langue vivante. Bon, la première dimension de l'interculturel est l'économie. Le développement rapide de la mondialisation a tendance à élargir et diversifier les rapports commerciaux. Ça touche une proportion grandissante d'entreprises, d'organisations et de pays qui trouvent des clients et des marchés dans toutes les régions. Le défi interculturel est de s'engager dans des rapports constructeurs avec eux. Beaucoup d'acteurs sont appelés à naviguer ces océans interculturels, comme le dirait Lars Trompenaars. En particulier, on citerait ceux qui travaillent de près ou de loin dans l'exportation des produits ou des services. On constate une augmentation du nombre des cadres mobiles qui sont envoyés pour des séjours de travail, parfois prolongés, dans d'autres pays. De même, on voit de plus en plus de recrutement international du personnel. Des formateurs d'affaires spécialisés dans l'interculturel offrent des services de préparation au séjour et au retour pour ces acteurs et pour leurs familles. Ces formateurs constituent une communauté de pratiques importante. La seconde dimension, c'est celle de la politique. Alors, non moins touchés par la mondialisation, les responsables des relations internationales aux ministères et aux organisations internationales font face au défi fondamental de gérer les rapports politiques dans la guerre et dans la paix, dans le calme et dans la crise. Cela crée un grand appétit de formation spécialisée chez les diplomates, chez les négociateurs et chez les agents de liaison dans les services de l'État
comme dans les organisations non gouvernementales. La communauté de pratique recoupe souvent celle du monde des affaires, mais s'étend à des formateurs professionnels, surtout dans les ministères et dans les services militaires. Ça, c'était la politique. Le troisième enjeu majeur de l'interculturel est social, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Le monde connaît une accélération de migration, poussée par les conflits, par les désastres naturels ou bien par la recherche d'emploi. La diversité des populations migrantes est à la base des grands enjeux interculturels. Ça touche les pays différemment, mais cela exige des systèmes de gestion des migrants, des travaux d'inclusion sociale, d'intégration et souvent, excusez-moi, surprise, troisième élément, cela exige des systèmes de gestion et souvent des services de sécurité aussi. Les compétences interculturelles sont largement demandées par les services de contrôle des frontières, par les services sociaux et médicaux et par des services de soutien linguistique pour ces services. Ce sont des métaservices, ainsi que pour les tribunaux et pour la police. La communauté de pratique qui se constitue autour de ces activités est surtout formée de formateurs des services publics qui se trouvent dans les services mêmes, mais aussi dans les associations et dans les agences. Et parfois, j'ajouterai, parfois dans les universités. Le quatrième enjeu est le domaine de la culture, où les échanges et transferts culturels jouent un rôle de plus en plus important. Cela est visible dans les industries culturelles, telles que le patrimoine, le sport, le monde des spectacles et l'édition. Les compétences interculturelles deviennent essentielles pour les industries culturelles que je viens de citer, pour les médias et pour le tourisme. Elles sont fournies par une communauté de pratiques très variées, de traducteurs, d'interprètes, d'animateurs culturels et par des professionnels de la culture ayant acquis les compétences interculturelles souvent sur le tas. Mon dernier enjeu, qui nous touche de près, est celui de l'éducation, et en particulier de l'éducation supérieure, puisque nous en parlons. Entourés, comme nous sommes, d'échelles internationales, d'étudiants mobiles et de stratégies d'internationalisation des présidents et recteurs, nous ne pouvons douter que les universités misent sur l'éducation transnationale. Elles multiplient les échanges et les collaborations de recherche et d'enseignement. Elles recrutent des enseignants et encore plus les étudiants de tous les coins de la Terre. En réalité, beaucoup d'universités s'attardent à développer leurs compétences interculturelles. Mais l'exigence commence à se faire sentir chez les enseignants, chez les étudiants et chez les services professionnels d'accueil, de préparation à la mobilité et de gestion des activités transnationales. Jusqu'ici, la seule communauté de pratique semble se trouver chez les enseignants de langue, qui, à vrai dire, hésitent à partir à cette aventure qui peut mener très loin dans le sens de l'éducation interculturelle pour une citoyenneté sans frontières, comme le suggère Michael Byram, par exemple. L'interculturel et les langues. Cette hésitation chez les professeurs de langue à s'engager dans l'interculturel provient au moins en partie du fait que c'est une arme à double tranchant. C'est un dangereux supplément, comme le dirait Jacques Derrida. D'une part, les éducateurs en langue
avance l'argument que les compétences interculturelles sont un avantage supplémentaire de l'enseignement des langues. D'autre part, les enseignants craignent aussi que les compétences interculturelles ne paraissent aux décideurs que comme un supplément au manque de connaissances linguistiques. Le rôle positif des compétences interculturelles dans l'enseignement des langues a été développé depuis 30 ans dans des travaux de fond où Madame Zarat, ici présent, est un des chefs de file avec d'autres noms que nous avons cités dans la journée. Ce rôle positif est pleinement intégré dans les politiques linguistiques en Europe, comme le montre ce résumé qui est présenté dans le cadre européen de référence. Et je cite, « L'apprenant d'une deuxième langue ou langue étrangère et d'une deuxième culture ou culture étrangère ne perd pas la compétence qu'il a dans sa langue et sa culture maternelle, et la nouvelle compétence en cours d'acquisition n'est pas non plus totalement indépendante de la précédente. L'apprenant n'acquiert pas de façon étrangère d'agir et de communiquer. Il devient plurilingue et apprend l'interculturalité. Les compétences linguistiques et culturelles relatives à chaque langue sont modifiées par la connaissance de l'autre et contribuent à la prise de conscience, aux habiletés et au savoir-faire interculturel. Elles permettent à l'individu de développer une personnalité plus riche et plus complexe et d'accroître sa capacité à apprendre d'autres langues étrangères et à s'ouvrir à des expériences culturelles nouvelles. » Fin de citation. Or, comme vous voyez, l'avantage supplémentaire de l'enseignement des langues peut donc se résumer dans l'effort ressenti par les apprenants qui rencontrent une autre culture que la leur. Ils peuvent comparer la culture enseignée avec celle qu'ils connaissent, si tant est que l'enseignant les y invite, car la comparaison n'est pas automatique. Ils peuvent prendre conscience des interconnexions entre les cultures et même voir les réseaux d'échanges et de transferts. Dans cette optique, ils sont parfois tiraillés entre le désir de l'immersion linguistique et culturelle d'une part, et d'autre part, le désir de trouver des passerelles entre les langues et les cultures. L'aspiration exprimée dans le cadre de référence est d'arriver à une perspective relativiste. Vu la capacité des enseignants et des apprenants de voir leur expérience comme une série de vases clos, on sait que c'est seulement au bout d'efforts réfléchis que l'apprenant atteint cette prise de conscience, ses habiletés et ses savoir-faire interculturels. La possibilité que la compétence interculturelle puisse remplacer l'apprentissage des langues est également présent dans la politique européenne, comme le montre le document du Conseil de l'Europe, le livre blanc sur le dialogue interculturel, publié lors de l'année européenne du dialogue interculturel 2008. La section « Faire tomber les barrières qui empêchent le dialogue interculturel » affirme que, et je cite, « Il y a beaucoup d'obstacles au dialogue interculturel. Certains sont dus à la difficulté de communiquer dans plusieurs langues. » Fin de citation. Il est difficile de nier la vérité de cette affirmation, surtout dans une situation où le Conseil d'Europe s'inquiète de l'exclusion sociale des populations minoritaires, dont les langues sont peu étudiées parmi la population majoritaire. Et tout en reconnaissant la valeur de l'apprentissage des langues en général, le Conseil insiste surtout sur le devoir des minorités d'apprendre la langue majoritaire. Par contre, et je cite encore,
Le dialogue interculturel nous sert d'une part à prévenir les clivages ethniques, religieux, linguistiques, je souligne linguistiques et culturels. Il nous permet d'autre part d'avancer ensemble et de reconnaître nos différentes identités de manière constructive et démocratique sur la base de valeurs universelles partagées. Séparé de l'acquisition des connaissances linguistiques, l'interculturel est compris comme une approche très large qui peut avoir une validité générale ne dépendant pas d'une culture particulière. Par contre, il peut aussi être spécifique, ciblant une culture ou une situation. 5 minutes encore. Bon, alors je n'en ai pas que pour 20 minutes là. Bon, alors, séparé de l'acquisition des connaissances, l'interculturel a des avantages d'être soit général, soit spécifique. Les compétences nécessaires au dialogue interculturel ne sont pas automatiquement maîtrisées, mais il a l'avantage que, alors que l'apprentissage des langues est long et difficile, l'apprentissage des principes de dialogue interculturel peut être abordé rapidement. Bon, ma question de conclusion, c'est est-ce qu'on peut jouer sur les deux tableaux? Alors, je tiens à penser que non seulement nous pouvons jouer sur les deux tableaux, mais que nous devons jouer sur les deux tableaux. On voit que dans l'apprentissage des langues, dans une perspective interculturelle, il y a un mouvement, et je saute quelques paragraphes, je dis aux interprètes, on voit qu'il y a un mouvement vers l'intérieur d'une langue et d'une culture, mais à chaque moment, la possibilité de dérive se présente où le contexte enrichissant pourrait devenir le contenu à étudier. C'est-à-dire, en étudiant la langue, on s'aperçoit d'un contexte culturel et cela peut devenir plus intéressant que la langue elle-même. Ce risque est visible. Le risque est visible que l'apprenant aborderait peut-être des nouvelles langues ou cultures au détriment de la langue ou culture de départ. De même, une réflexion approfondie sur les langues mène à des questions qui sont le propre de la linguistique, discipline fascinante, qui dans certains cas peut devenir l'objet principal d'étude pour les étudiants de langue. Ou encore le regard nouveau de l'apprenant que l'apprenant apportera sur sa propre langue et culture peut l'inciter à retourner à ses racines culturelles. Toutes ces dérives, comme je les ai appelées, ont une valeur intrinsèque, mais font figure de concurrence éventuelle du point de vue de l'apprentissage d'une langue particulière, ce qui explique en partie la réticence de certains enseignants de langue. Et pourtant, il est possible et nécessaire de trouver un équilibre entre la logique d'approfondissement qui va au cœur d'une langue ou culture et la logique d'élargissement interculturel qui fait goûter la diversité des langues et des cultures. Les deux mouvements peuvent être enrichissants, mais n'ont pas la même finalité. Il n'est donc pas toujours facile de les tenir en équilibre, et pourtant, cette tension est comme un fil conducteur de l'étude des langues. Elle surgit dans le rapport subtil entre le signifiant et le signifié. Elle se développe dans la cohabitation bruyante de deux langues et souvent de plus de deux. Et qui est dans l'expérience de tout apprenant.
Et cette tension s'incarne aussi dans la diversité des enseignants, eux-mêmes porteurs d'une pluralité de langues, de cultures et de perspectives cognitives et sociales. Et je termine. Autant dire que l'interculturel est désormais une obligation pour les enseignants de langue, mais que nous avons l'embarras du choix quant à la variété de l'interculturel vers lequel nous voudrions nous diriger. Les 5 dimensions de l'interculturel que j'ai évoquées offrent en réalité 5 directions divergentes pour les enseignants de langue, économique, politique, sociale, culturelle et éducative. En choisissant telle priorité, nous choisissons une communauté de pratiques professionnelles et un groupe important d'intéressés pour qui notre enseignement donne des résultats importants. Le choix qui nous reste est peut-être de décider si nous voulons être les formateurs principaux des communautés de pratiques concernées, ou bien de leur apporter seulement un supplément linguistique. Merci beaucoup.